Donc bonjour et merci à tous d'être venus. Donc on va parler d'open source en entreprise, parce que c'est un sujet qu'on a un peu exploré dans mon entreprise actuelle, et on va parler de ça avec un cas concret qui est la publication d'une librairie donc Kotlin. Donc je me présente, je suis Nicolas Comé, bien que c'est pas la partie la plus intéressante du Quickie. Je travaille chez Lectra, donc je suis tech lead sur Tech Lead Cloud, et on travaille sur des technologies en fait qui sont des grosses machines comme ça. Et on fait tout le logiciel qui va autour, les services cloud. C'est des machines qui permettent de couper du tissu ou du cuir. Enfin, on est dans le monde automobile, de la mode et l'ameublement, par exemple, et un peu industriel. Alors, la question d'aujourd'hui, c'est comment faire de l'open source. Mais comment faire de l'open source, c'est simple. La question qui est peut-être un peu plus difficile, c'est comment faire de l'open source en entreprise. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que en entreprise, si une entreprise classique, si vous êtes par exemple chez Red Hat, il n'y aura aucun problème. C'est dans l'ADN de l'entreprise. Vous allez pouvoir faire de l'open source sans souci. En revanche, si vous êtes dans une entreprise qui a peut-être moins l'habitude de l'open source, il va falloir en fait convaincre. Convaincre, pardon. Voilà. Il va falloir convaincre, et convaincre, c'est pas facile. Pourquoi ? Parce que il faut définir ce que c'est l'open source. Alors surtout, définir ce que c'est l'open source, c'est difficile parce que ça vient avec tout un tas de préjugés. Le premier préjugé qu'on entend très souvent dans les entreprises, c'est gratuit. Donc on va voir que c'est complètement faux. C'est gratuit, et parce que quand Richard Stallman a créé la Free Software Foundation, ça vient du quiproquo en anglais, free. Free, ça a deux sens. En anglais, ça peut vouloir dire libre et gratuit. Et le free comme la liberté de parole, et free beer, c'est gratuit. Du coup, le problème, c'est que les gens l'ont transposé dans tous les langages, et ça a donné cette confusion open source gratuit. Ça n'a rien à voir. Le deuxième préjugé, c'est qu'il y a pas ou peu de support. On va voir pourquoi c'est faux. Et enfin, le dernier grand préjugé de l'open source, c'est que ce n'est pas sécurisé. Ah, il faut le fuir. C'est dangereux, c'est même dangereux pour votre entreprise. Donc, premièrement, est-ce que c'est gratuit ? Est-ce que c'est vraiment gratuit l'open source ? Alors c'est faux parce que ça vient avec tout un tas de retombées qui sont difficilement mesurables, mais qui sont néanmoins concrètes. Et beaucoup de services dérivés, c'est ceux-là qui sont payants notamment. Et une étude qui a montré qu'en 2020, juste en France, on atteindrait les 5,6 milliards d'euros en fait. C'est énorme le chiffre d'affaires généré par l'open source et les retombées qu'il y a autour. C'est des choses que certains entrepreneurs, certaines entreprises ne réalisent pas. Par contre, il y en a qui réalisent très bien, et vous le savez, c'est les GAFAM. Vous doutez bien que si l'open source était gratuit, on ne verrait pas le GAFAM se jeter dedans et être les plus gros en termes de volume contributeurs. Alors là, en abscisse, c'est le nombre de repositories, et en ordonnée, c'est le nombre de users en fait. Donc vous avez tout en haut Google et Microsoft et Red Hat, qui est ici, qui n'est pas une GAFAM, et Amazon qui est là, etc. Donc voilà, vous voyez un peu le panorama actuel en 2018. Il y a une donnée un peu plus intéressante à regarder, c'est le nombre de contributeurs par salarié. Et là, on voit que la donne change complètement. C'est-à-dire que si on rapporte ça au nombre de salariés dans l'entreprise qui contribuent, on voit que le classement, c'est Mozilla, Pivotal, SUSE et Red Hat. Et les GAFAM, on les oublie. Elles n'existent plus. Donc, ils ont beaucoup de volume, mais parce qu'ils ont de la force de frappe. Et ils en profitent. Il y a Microsoft en 10e quand même, avec 3,10% de la masse salariale. C'est rien, mais ça fait beaucoup de gens. Ça fait 4000 personnes à peu près. Alors, est-ce que c'est moins sécurisé l'open source ? Eh bien, c'est pas moins sécurisé que les logiciels propriétaires. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que c'est beaucoup plus prompt pour voir émerger des correctifs. Pourquoi ? Parce qu'il y a beaucoup de paires d'yeux qui regardent le code, et donc ça veut dire beaucoup plus de potentiel de détection de failles et de correction de failles aussi. Alors qu'un logiciel propriétaire, il y a un cycle souvent qui est beaucoup plus contraignant. En plus, plus il y a de paires d'yeux, plus il y a des reviews. Plus il y a de reviews, plus le code est censé être de qualité, parce qu'on a l'avis de plein de gens sur des pull requests, etc. On a aussi pour moi, le critère le plus intéressant, c'est que les contributeurs sont désintéressés. Ça veut dire qu'ils ne vont pas prioriser les évolutions par rapport à, on va dire, des objectifs financiers. Ils vont les prioriser par rapport à leurs besoins. Et
et toujours par rapport à un système un peu démocratique, c'est-à-dire que ça dépend comment est régie votre librairie open source, mais souvent c'est par rapport à une feature map qui est décorrélée d'un aspect financier. Donc, des fois, le rush de dire je veux livrer ça impérativement, ça va faire qu'on va introduire une faille de sécurité. Donc ça peut se produire dans certains cas. Alors, on va parler de l'aspect juridique, parce que ce qui fait peur aux entreprises, des fois, qui leur fait très peur, on leur parle de licence, de contamination, ils ont peur, ils voient ça comme un virus. C'est le cas en ce moment d'ailleurs, le thème est sympa. En gros, il existe plusieurs types de licences. Les plus connus, quand vous regardez les licences actuelles du GAFAM, etc., c'est MIT ou Apache. Pourquoi? Parce qu'elles sont non contaminantes. La GNU GPL v3, par exemple, est contaminante. Qu'est-ce que ça signifie? Ça veut dire que vous êtes obligé d'adopter la même licence qu'eux. Mais ça, c'est pas grave. Ce qui est grave, c'est d'adopter la même licence qu'eux dans votre propre code. Ça veut dire que vous devez révéler vos sources. Et certaines entreprises ne veulent pas le faire. Donc, c'est en ça qu'ils ont un peu peur de ce qui est un tort parfois. En réalité, si on revient un peu plus concrètement, toutes nos entreprises existent grâce à l'open source maintenant. Je pense qu'on peut vraiment l'affirmer de manière directe ou indirecte. Alors je vous laisse regarder l'illustration qui est assez sympa. Ça, c'est la réalité à l'heure actuelle. Ce qui est dommage, c'est que les entreprises, surtout le top 500 Fortune compagnie, va venir dire ouais, elle est super ta lib et tout, puis allez, je l'utilise, mais bon, je contribue pas trop, quoi. Elle est bien pratique parce que c'est pas moi qui l'ai développé, mais il y a peu de réinjection de contribution, de participation aux librairies open source. C'est un peu dommage. Alors maintenant, je vais vous raconter une histoire. Donc c'est l'histoire de comment dans mon entreprise on s'est mis à publier une librairie, puis la deuxième, c'est celle-ci, et puis peut-être 3, 4, voilà. Là, on fait beaucoup de microservices, donc Spring Boot Kotlin maintenant, et qui dit microservice Spring Boot Kotlin dit beaucoup de communication, que ce soit du réseau ou du log, et nous on fait du JSON pour tout ça, pour tout ce qui est communication entre microservices, sérialisation et log. Donc on s'est dit, mais c'est quand même bien, en Kotlin il y a quelque chose qui s'appelle les DSL, et nous on en a marre un peu d'écrire du JSON et de s'appuyer sur une librairie, voilà. Donc on s'est dit, est-ce qu'il n'y a pas un truc à faire? Donc on a créé une librairie qui s'appelle Cozon pour Kotlin et JSON, qui est open sourcée, donc si vous dégainez le téléphone portable, vous aurez accès au repository GitHub. Et en gros, vous avez l'exemple avec le petit GIF là, au GIF, attention, il y a deux camps, qui explique comment ça marche. En fait, on a la complétion, la coloration, on est fortement typé, tout ça dans l'IDE, et on peut créer des objets. Donc on aura le formatage, etc., tout ce qui vient derrière. Et à la fin, quand on est content, on peut sérialiser l'objet. Donc, il y a des use cases, ça ne répond pas à tous les use cases, mais il y a des cas où ça peut être intéressant. Comment ça s'utilise? Donc on définit une val, peu importe, on peut aussi coller à la fin de la collade, et puis ensuite on fait println. Et ça appelle le toString de l'objet, et ça sérialise. Ça sérialise comme ça, en mode one line, mais on a aussi une fonction pretty, qui par défaut fait deux espaces d'indentation, mais on peut aussi venir remettre un paramètre ici pour dire 3, 4, 5, custom, comme on veut. C'est pratique. C'est pratique pour les tests, c'est pratique aussi c'est pratique par exemple quand vous faites de la sérialisation, ça ne fait que la sérialisation, on ne désérialise pas, on a fait un choix fort, on ne fait que de la sérialisation. Mais il y a pas mal dans vos tests, quand vous faites des tests unitaires, moi je préfère écrire ça, je préfère plutôt écrire ça, que devoir passer par une lib tierce sérialisation, je vois directement ce que je suis en train de faire, et puis hop, j'ai juste une string à la fin qui est bonne. Donc, voilà. Et ensuite, pour publier Cozon, du coup, le jar de Cozon fait 27 kilooctets. C'est aussi un choix fort qu'on a fait. Il n'y a aucune autre dépendance dans Cozon que Kotlin. Et en fait, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de dépendance. Il faut juste que vous ayez, vous, un runtime Kotlin pour faire tourner Cozon. Voilà. Donc c'est tout fait, c'est testé unitairement de bout en bout. Il y a une très bonne couverture de test. Et quand on le publie, c'est que 27 kilooctets. Alors, est-ce que c'est vraiment que 27 kilooctets? On va voir que on est dans le monde un peu, on est dans le monde Maven. Donc, parce que je sais pas si nous, on a aussi publié des librairies sous NPM. Donc, publier une librairie NPM, c'est ça. Hein. C'est-à-dire qu'on ferme les yeux et puis on est anonyme et on marque le panier. Si vous faites du Maven, c'est plutôt ça en fait. Donc, vous êtes confiant et puis après, vous vous rendez compte qu'il y a plein de problèmes pour publier. Et on va les évoquer rapidement, ces problèmes. On s'y est confronté, hein, c'est quelque chose dont on n'est pas forcément conscient avant de publier une librairie open source.
Voici la checklist exhaustive de ce qu'il faut faire pour publier sur Maven Central, donc OSS RH. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut d'abord avoir un GAV, donc groupe artifact version, vous connaissez, rien de nouveau. Il vous faut aussi des métadonnées, donc ils sont obligatoires pour publier vos artefacts, parce qu'on va voir qu'il y en a 3 en fait des artefacts, pas un. Licence aussi, il faut obligatoirement une licence MIT, voilà. Il faut les informations d'au moins un développeur avec son email, sinon l'artefact n'est pas livrable. Il faut les infos de VCS, c'est-à-dire le repository, soit SVN ou Git, comme vous voulez. Et il faut aussi, voilà les 2 autres livrables, fournir le jar de la Javadoc et le jar des sources. Ça c'est obligatoire. Quand on fait du Kotlin à Javadoc, c'est rigolo. Comment on fait pour générer une Javadoc en Kotlin? Il y a des astuces. On met un jar vide, par exemple, ça marche. Ça passe la valide. C'est ce qu'on fait. Et ensuite, il faut, alors ça c'est le plus contraignant, il faut signer les fichiers. Donc c'est asymétrique. Nous on a une clé privée qui nous sert à signer, et puis on a exposé une clé publique sur un keychain de clés publiques dont Maven Central se sert pour vérifier que c'est bien nous qui sommes la source du livrable. Et puis ensuite, il faut prouver qu'on détient le domaine. Par exemple, c'est comme lectra.cozone, il faut prouver qu'on détient bien lectra.com, le domaine. Donc pour faire ça, il faut modifier les métadatas du site web. Ensuite, vous ouvrez un ticket chez Sonatype, ils vont aller voir le site web lectra.com, ils regardent qu'il y a bien la métadata, ils disent c'est bon, je vous crois, vous avez mis l'identifiant, vous détenez bien le site lectra.com. Et là seulement, vous pouvez publier le com.lectra. Et puis le premier deploy est manuel, donc ça, il y a une validation aussi qui est un peu fastidieuse par Sonatype, qui est pas évidente. Et après, vous êtes lancé. Donc ça passe par la création d'un repository d'entreprise sur GitHub, par exemple, parce que nous on utilise ça. On a déjà deux repositories open source. Un qui vous permet de faire du feature flipping avec LaunchDarky, avec React, et un autre qui est la librairie d'aujourd'hui qui est Cozone. Donc là, ce qui est bien, c'est que vous avez des administrateurs de ce groupe d'entreprise et vous pouvez inviter tous les gens qui souhaitent contribuer de votre entreprise ou d'autres personnes plus tard à contribuer à vos projets open source. Ça passe aussi par des conventions. Dans le repository GitHub, c'est très bien fait. Vous pouvez définir un changelog qui va tracer toutes les modifications que vous faites sur vos livrables. Vous avez un code de conduite pour dire comment quel est l'état d'esprit en fait de votre librairie. Les règles de contribution. Donc là, ça explique le cycle de vie. Alors il y a des templates qui sont générés par GitHub. Vous pouvez les récupérer, les modifier, faire ce que vous voulez. La licence et puis le readme. Puis on voit un petit .travis.yaml parce qu'on a décidé de ne pas faire il y a plein d'outils pour faire de la release, dont CircleCI, mais nous on a décidé de faire du Travis. Donc qu'est-ce que c'est ce fichier Travis? C'est un fichier donc YAML où on dit en fait une sorte de recette pour builder le projet, utiliser et chiffrer en fait plutôt signer les livrables, lancer le build Maven par exemple, on peut faire n'importe quoi, du Gradle, etc. Et ensuite déployer, dire sur quelles conditions on vient de déployer l'artefact. Nous, c'est quand on fait un tag. On vient à chaque tag, on fait une version. En fait. Voilà. On peut avoir plein d'autres stratégies. Donc ça, c'est le Travis.yaml. Une fois qu'on a mis ça en place, on est super content parce qu'au bout de alors il faut attendre la réplication sur tous les nœuds Maven Central, ce qui prend, je ne vais pas dire de bêtises, mais je pense que ça prend bien 24 heures ou 12 heures, ce qui est assez long. Vous publiez vos jars, et ils sont dupliqués sur tous les serveurs dans le monde. Et ensuite, vous avez la très, très agréable sensation de chercher votre librairie sur Maven Central et elle apparaît. Donc ça, c'est vraiment un accomplissement et on est vraiment content quand on a réussi à faire ça. En fait, le message derrière ce wiki, c'était pour dire en fait ça peut paraître un peu compliqué, mais en tout cas, n'hésitez pas à débunker en fait ces préjugés de l'open source dans vos entreprises. N'hésitez pas. Des fois, ça passe inaperçu. On se dit tiens, ça c'est sympa ce que tu as fait comme petit utilitaire. En plus, bon, c'est un peu générique. Ça divulgue pas trop du métier qu'on fait, par exemple, si c'est un truc sensible pour votre entreprise. Ça divulgue pas, c'est assez découplé. Mais tiens, j'aimerais bien le publier en open source. Et donc, bien sûr, il ne faut pas tout open sourcer, mais vous pouvez open sourcer des choses ou même contribuer à des outils. C'est tout aussi important. Contribuer à des outils que vous utilisez vous en interne, faire des évolutions, des propositions. Voilà. Donc c'est la fin de ce quickie. Si vous voulez récupérer tous les slides, vous avez juste à scanner ce QR code. Ensuite, vous avez aussi le lien, c'est ce lien en fait vers ces slides. Voilà, merci beaucoup. Je suis pile à l'heure. Donc si vous avez des questions, ce sera après dehors. Je
Vous êtes les bienvenus. Voilà, merci beaucoup.